Bonjour à toutes et tous. Madame l'ambassadrice et messieurs les ambassadeurs, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les directeurs et présidents, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers participants, chers intervenants et chers fadis, nous y voilà, c'est avec plaisir qu'il me revient d'ouvrir ces 4e assises de la géopolitique, co-organisées par l'Association des auditeurs de l'IHEDN Région Paris-Île-de-France, que je préside, et par le club HEC Géostratégie, présidé par mon camarade Fadi Aoud à mes côtés. Nous avons le plaisir de vous accueillir en ces locaux prestigieux, dans ce remarquable amphifoche, à l'école militaire, où notre association a le privilège d'être située. Alors je tiens à remercier les autorités militaires, à la fois le ministère des Armées au niveau de l'administration centrale, bien sûr, et au niveau de l'école militaire elle-même, bien entendu, de nous accueillir en ces lieux. Et je remercie également l'Institut IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, de rendre cela possible. Après les 3 premières assises que nous avons co-organisées, alors c'était sur la Chine et la route de la soie en 2019, après l'Afrique en 2021, après le thème énergie et défense en 2023, nous avons choisi en 2025 le thème des États-Unis. Alors en janvier 2025, lorsqu'un nouveau président des États-Unis entrer en fonction, cela a changé la donne considérablement. Et quand nous avons choisi ce thème, nous savions qu'il serait riche, à n'en pas douter. Mais nous ne savions pas à quel point. Nous ne savions pas à quel point, après l'élection du président Donald Trump, il y aurait tant de rebondissements au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc une année qui vient de s'écouler, qui a été extrêmement riche en rebondissements. Et c'est sans doute pas fini. Alors, 1 an après, il est possible de réaliser un premier bilan d'étape et de nous projeter aussi vers l'avenir, même si, je crois, faire des projections s'avère, en l'occurrence, un peu délicat encore pour la suite. En tout cas, je tiens à remercier par avance l'ensemble des intervenants et des modérateurs qui sont de très très haut niveau, qui vont se succéder ici dans les 4 tables rondes à venir. Merci à eux de nous faire partager leur expertise, de nous faire bénéficier de leur éclairage. Alors c'est un enjeu plus que jamais important de comprendre les évolutions géopolitiques et économiques qui sont en cours, d'en identifier les ressorts et les enjeux, de saisir les défis, les risques et les opportunités. Ce sont des enjeux stratégiques avec des implications majeures pour notre sécurité et défense nationale et au-delà de la France pour l'Europe tout entière. Et une table ronde sera consacrée d'ailleurs à ces sujets. Alors, il convient de nous préparer, d'anticiper les futurs possibles. Et voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et c'est l'aboutissement, ce jour, on peut dire, de toute une année de préparation, cher Fadi, dont les dernières semaines ont été particulièrement intenses. Alors, je tiens dès à présent à remercier chaleureusement notre comité de pilotage et aussi nos 2 équipes respectives pour la préparation de cet événement. C'est un événement qui se tient maintenant tous les 2 ans. C'est un moment important dans notre programme de travail annuel de l'association IHEDN Paris-Île-de-France. Un programme de travail qui est fait de nombreuses conférences, visites d'études, voyages d'études et des travaux de réflexion en comité. Je rappelle que notre association est composée d'anciens auditeurs de l'IHEDN qui ont souhaité prolonger la formation suivie ici à l'école militaire, à l'IHEDN, en s'engageant à leur tour dans la diffusion de l'esprit de sécurité-défense nationale auprès de l'ensemble de la société.
Alors c'est la plus importante des associations régionales à ce jour, avec près de 360 adhérents actifs. Et je précise que nous accueillons également des membres associés qui nous rejoignent en raison de leur parcours, de leur engagement. Donc je vous invite, si vous êtes intéressés, à m'en parler, à nous en parler au cours de la journée, si vous le souhaitez, pour que nous échangions. Alors pour terminer, avant de céder la parole à mon camarade Fadi Laoud, président du club HEC Géostratégie, qui va animer ensuite la journée, et je le remercie par avance. Je vous souhaite une excellente journée de colloque, que cette journée soit fructueuse, qu'elle soit fructueuse en réflexion, en échange et aussi en rencontre. Je vous remercie et vous souhaite vraiment une excellente journée. Merci. Merci bien, ma chère Coralie. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que nouveau président d'HEC Alumni Géostratégie. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements aux instances militaires qui nous accueillent une nouvelle fois en ce lieu prestigieux à l'occasion de la 4e édition des Assises de la géopolitique. Alors, la mission d'HEC Alumni Géostratégie est d'éclairer nos anciens de l'école sur les enjeux stratégiques en construisant des passerelles entre le monde des affaires, le monde politique et le monde militaire. HEC est une école tournée vers l'entreprise, mais si nous savons identifier les opportunités de croissance, nous devons aussi apprendre à anticiper nos risques géostratégiques dans un environnement globalisé. Notre rôle est d'apporter modestement des éléments de réflexion. Dans le contexte actuel, il est indispensable d'avancer sur 2 jambes, les affaires et la géostratégie. L'un ne peut plus aller sans l'autre si nous voulons protéger nos entreprises. Ces assises sont organisées en partenariat avec l'Association des anciens auditeurs de l'IHEDN Île-de-France. Il y a un an, effectivement, nous avons choisi ensemble de consacrer cette édition aux États-Unis. Ce choix s'imposait à la veille des élections présidentielles américaines. Nous pressentions des évolutions majeures dans la manière dont les États-Unis allaient redéfinir leur politique internationale vis-à-vis du monde, mais aussi de leur allié historique, l'Europe. Certains diront que ces changements étaient déjà amorcés bien avant, qu'ils relèvent davantage d'une tendance de fond liée à l'évolution de la société américaine qu'à une simple alternance politique. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de cette journée est précisément d'approfondir ces sujets, de mieux comprendre la trajectoire que suivent les États-Unis et d'examiner dans ce contexte les options qui s'offrent à l'Europe. L'une des questions est précisément comment bâtir une gouvernance européenne capable de répondre aux défis posés par les grandes puissances, tout en préservant un niveau de souveraineté nationale que réclament les peuples européens. Aussi, nous constatons les difficultés de la construction européenne, notamment dans le domaine de la défense. Quelle est aujourd'hui la réelle autonomie de la défense européenne ? Nous comptons 10 fois plus de F-35 commandés que de Rafale. Nous percevons les tensions entre la France et l'Allemagne pour le leadership de l'industrie de défense européenne. Et nous constatons que ce leadership allemand suscite des inquiétudes nourries par des réminiscences historiques. La route qui s'ouvre devant nous reste incertaine. En Europe, et plus particulièrement en Europe de l'Ouest, une réticence politique et sociétale persiste à endosser un rôle militaire fort. Mais au fond, que voulons-nous ? Si nous aspirons à un avenir plus sûr, il nous faut prendre une décision en rupture avec la trajectoire suivie jusqu'à présent. Et avons-nous encore réellement le choix ? Nous espérons que cette journée apportera des éléments de réflexion, voire des pistes de réponse, à travers 3 thématiques majeures concernant les États-Unis et leurs relations internationales, l'influence, l'économie et la géostratégie. Nous conclurons par une analyse prospective sur les voies de l'Europe que l'Europe peut ou doit emprunter. Nous souhaitons remercier les intervenants de leur présence et sommes particulièrement honorés d'accueillir en clôture de cette journée l'ambassadeur Marc Grossman en visioconférence depuis Washington, ainsi que l'ambassadeur de France, Gérard Haraud. Je vous demanderai tout au long de la journée de bien vouloir respecter les horaires affichés afin de permettre à chacun de s'exprimer pleinement. Je vous souhaite un excellent colloque
Et j'invite à me rejoindre Alexandre Excorcia, directeur de cabinet de la ministre déléguée aux armées, Madame Alice Ruffo. Merci beaucoup et merci, merci Madame. Merci aux associations IHEDN Île-de-France dont je découvre l'ampleur des activités en tant qu'auditeur de la 71e session, la meilleure bien sûr, de l'IHEDN, ainsi qu'à HEC Géostratégie pour cette invitation à m'exprimer devant vous. Et effectivement, comme le disait Madame, j'ai passé de longues heures, longues et passionnantes heures dans cet amphithéâtre à votre place, en tant qu'auditeur de l'IHEDN, à scruter et à essayer de comprendre à la fois la spécificité de la politique de défense française et puis le monde qui vient. Et c'était en 2018-2019, et en fait, d'une certaine manière, c'était il y a tellement longtemps par rapport aux évolutions qui ont été soulignées à l'instant par M. Laoud en particulier. Et effectivement, j'applaudis la prescience des organisateurs en choisissant ce thème à la fois très simple et très complexe, qui est de savoir où va l'Amérique et dont dépend effectivement une grande partie de la manière dont on pourra nous orienter notre politique. C'est la puissance américaine reste celle par rapport à laquelle tous les autres se définissent. C'est très clair dans le cas de la Russie et on le voit en ce moment même. C'est clair aussi dans le cas de la Chine et évidemment c'est dimensionnant pour l'Europe. Et même quand ces différents acteurs font des alliances de circonstances ou plus structurelles, on pense au partenariat sans limite entre la Chine et la Russie, c'est toujours pour se définir par rapport à, comme disait un grand analyste, expert et praticien, à l'hyperpuissance américaine. Même si celle-ci tend à devoir être relativisée dans certains domaines, malgré tout, et vous le savez mieux que moi, sur le plan économique, mais sur le plan militaire, sur le plan géostratégique, sur le plan même de la présence militaire partout dans le monde, et je regarde Hervé Hamelin qui sait ça très bien, la puissance américaine reste sans pareil. Le réseau des bases américaines dans le monde, le réseau des partenariats de défense américains dans le monde, si on s'en tient à cette dimension-là, reste absolument inégalé. Mais c'est vrai qu'il y a des évolutions fortes dont nous ne discernons pas encore complètement à la fois les contours, la durabilité sur la longue période un peu brodélienne, mais sur lesquels il convient de se pencher dès maintenant, parce qu'effectivement, vous gérez des risques, nous gérons des risques de manière peut-être un petit peu différente et pas avec les mêmes visées temporelles ou avec le même objectif, mais en fait, on est tous dans la gestion du risque. Et donc, quel risque au sens large peut émaner de l'évolution de la politique américaine? Où va l'Amérique? C'est effectivement l'une des questions clés pour vous, dans le secteur privé, la plupart d'entre vous, comme pour nous qui avons à gérer les affaires de l'État. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est une évolution qui à la fois est déjà ancienne, mais qui s'accélère de plus en plus sous l'administration Trump 2. Et cette évolution, c'est évidemment des États-Unis de moins en moins tournés vers l'Europe. Là où les générations précédentes de décideurs aux États-Unis avaient plus ou moins un tropisme européen, c'est de moins en moins le cas. C'est pas seulement une question de démographie, mais c'est aussi une question de démographie, de composition démographique et sociale de la société américaine. Mais c'est aussi une question d'évolution sociale. Je pense qu'on tend un petit peu à penser les relations et la politique de défense américaine selon un axe ouest-est, l'axe qui est l'axe transatlantique, c'est celui avec lequel on est à l'aise, soit pour penser cette relation transatlantique, soit pour déplorer qu'elle soit dans un état autre que celui où on voudrait qu'elle soit. Mais en réalité, les États-Unis, eux, se pensent également, au moins autant, selon un axe nord-sud, qui est l'axe hémisphérique. Et le retour en force des préoccupations sur ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental, the Western Hemisphere, est en réalité un retour aux sources, d'une certaine manière. Et on peut lire
la rhétorique américaine en lien avec le canal de Panama, par exemple, ce qui se passe au Venezuela, mais aussi la rhétorique vis-à-vis du Canada et le grand dessein groenlandais, à l'aune de cette politique hémisphérique nord-sud, en réalité. Et je crois que c'est l'une des clés de compréhension importantes. Et nous allons avoir dans les prochains jours, comme vous le savez peut-être, des revues importantes de la politique américaine qui vont paraître, notamment la revue de sécurité nationale, puis la revue de défense nationale, qui fixe le cap pour les années à venir. Et on s'attend à ce que dedans, il y ait la priorité Chine, on peut y revenir, évidemment, et Chine et Indo-Pacifique, mais surtout, et moi c'est ce qui me frappe le plus, au moins sur le plan rhétorique, la priorité donnée à l'intérieur, au homeland. Et cette priorité, pour moi, elle est liée à cette théorie ou cette pratique de l'hégémonisme hémisphérique. Elle a plusieurs dimensions, cette priorité homeland. Elle a une forte dimension migratoire, et je crois qu'on aurait tort de voir dans cette politique uniquement des effets de manche rhétoriques. Je crois que ça répond à une aspiration profonde d'une partie substantielle de l'opinion américaine, et en tout cas à un très fort marqueur de la politique du président Trump et vraisemblablement de ses successeurs républicains, et même, en réalité, par effet de cliquet, c'est un sujet sur lequel tout futur président, même démocrate ou autre à venir, aura à se positionner. Il y a un cliquet, un peu comme en Europe d'ailleurs, qui a été franchi, et aucun président ne voudra, à mon avis, paraître faible sur ces questions migratoires. C'est en partie un paradoxe pour un pays issu de l'immigration lui-même, mais c'est un paradoxe que les Américains assument très bien, et c'est quelque chose qui restera marquant, que l'on pense par exemple évidemment au mur à la frontière mexicaine, mais pas seulement ça, la mobilisation possible de troupes pour sécuriser cette frontière. Encore une fois, on peut se dire c'est des effets de manche, c'est uniquement de l'esbrouf ou de l'annonce, mais il y a là, à mon avis, quelque chose d'assez profond et qui est en fait, au fond, en lien avec le refus absolu, et qui, à mon avis, sera intangible, au moins sous l'administration actuelle, des aventures extérieures, notamment des fameuses boots on the ground, qui ont tant coûté à l'Amérique, y compris en prestige international, mais aussi en cohésion sociale, et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ce qui a été perçu comme des aventures, et certaines l'étaient, effectivement, d'ailleurs nous nous y étions opposés, vous vous en souvenez, mais l'Irak, Afghanistan et tout ça est mis dans le même sac, y compris même les Balkans et autres, comme des aventures dispendieuses qui n'ont fait que profiter à certains sans apporter aucun bénéfice à l'Amérique. Et au fond, on peut tirer un trait de ça et une certaine rhétorique de l'Amérique désavantagée dont tout le monde profite. Moi, je pense que ça, c'est terminé, les boots on the ground dans des interventions dispendieuses, qu'en revanche, la capacité à déployer sur le front intérieur, et pas seulement à la frontière, mais aussi dans ce que sont devenues les villes, qu'on pourrait qualifier de réduits démocrates, est quelque chose qu'il faudra regarder de près, y compris dans l'analyse des rapports toujours complexes aux États-Unis, entre pouvoir politique et appareil militaire. Mais je le disais, il y a aussi un débat, et en réalité un débat assez vivant, assez fort à Washington, sur les options de politique étrangère et de défense à prioriser dans les mois et les années à venir, et ça va se refléter dans les documents stratégiques qui vont être publiés. Au fond, vous connaissez les différentes tribus, comme l'ont dit certains chercheurs, dans cette discussion, les prioritizers, qui évidemment, comme leur nom l'indique, donnent la priorité à justement ce homeland, les restrainers et les primacists, ceci étant un peu plus proche de ce qu'on pouvait penser être une doctrine néoconservatrice classique. Aucun d'eux, à mon sens, n'est véritablement isolationniste, dans le sens où ils voudraient que les États-Unis se replient sur uniquement leur réduit continental, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Mais c'est à des variables d'engagement dans le monde différentes que se réfèrent ces différentes tendances. Et au fond, au cœur de tout ça, il y a, je le disais un petit peu, la volonté de faire payer les autres, y compris pour
ce qu'on peut être la protection des États-Unis. Dans l'Alliance Atlantique, c'est assez évident, et je crois que l'administration Trump est en réalité très satisfaite du résultat de l'AE, parce qu'il a été vendu comme les Européens payent plus, mais y compris pour du matériel américain. Mais ce qui est frappant, c'est que la même logique est à l'œuvre dans les relations des États-Unis avec leurs alliés asiatiques. Et récemment, par exemple, Elbridge Colby, l'une des têtes pensantes du Pentagone, s'est rendu en Corée et a dit qu'il faut la même logique pour la Corée que ce qui a été agréé à l'OTAN pour les alliés européens. C'est-à-dire il faut fixer à la Corée 3,5 ou 5%. Ce sont des pays riches, il n'y a aucune raison qu'ils ne payent pas. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est consubstantiel à un engagement américain conditionnel et transactionnel, et qui, à mon avis, le sera de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour la France ? Il y a des atouts évidents qu'on peut faire valoir dans cette conversation. Il y a d'abord une partie du discours qu'on entend venir de Washington sur les Européens doivent faire plus pour leur propre défense, qui va dans le sens de ce qu'on dit depuis des décennies, nous, à nos propres alliés et amis européens sur ce continent. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas exactement le même discours et pas exactement dans la même lignée et pour le même objectif. Et je pense notamment, et c'est là que c'est intéressant avec, bien sûr, les secteurs d'activité de certains d'entre vous, que le sujet de l'industrie de défense va être clé dans les années à venir, et qu'il y a certainement risque d'un grand malentendu transatlantique sur ce point, qui n'est pas exemple de contradiction côté américain, comme de notre côté d'ailleurs, mais qui pourrait donner lieu à des tensions exacerbées dans les mois et les années à venir. En réalité, les Américains nous placent sous des injonctions contradictoires. Nous devons dépenser davantage, faire davantage pour notre propre défense et prendre davantage de responsabilités, à voir dans quelle mesure, en fonction de l'évolution de la posture américaine sur le continent européen. Mais en même temps, nous devons rester rattachés à l'industrie américaine, aux standards américains, et développer le moins possible, en tout cas, d'approches, ce qu'ils appellent les approches protectionnistes de l'Union européenne. Je pense qu'il y aurait une entente et une transaction, justement, à trouver avec les États-Unis dans ce domaine, ne serait-ce que parce qu'il n'est nullement question d'arrêter d'acheter américain, et même la France achète américain, je ne vous apprends rien. Environ 10% de nos achats de défense se font pour du matériel américain, et comme vous le savez, ce sont des achats en particulier dans des domaines sensibles, y compris, je regarde les marins dans la salle, notre porte-avions, en fait, il ne fonctionne pas sans un certain nombre de petits accessoires qui ne se trouvent qu'aux États-Unis. Inversement, les États-Unis sont capables d'acheter européens ou d'avoir des chaînes de valeur intégrées avec nous, par exemple dans le domaine aéronautique, et si on regarde au sens large, dans l'aéronautique civile, certainement c'est le cas, mais aussi dans d'autres domaines. Et donc il y a quand même une entente à trouver, transactionnelle à trouver avec nos amis américains, mais ça demande à avoir des offres et des lignes claires. Deuxième sujet où là aussi on peut être soumis à une forme d'injonction contradictoire, c'est la sécurité européenne, et on le voit en lien avec l'actualité ukrainienne actuellement. On dit toujours qu'il faut que les Européens soient à la table des négociations. Je dirais, tout au moins, faut-il éviter qu'ils ne soient sur le menu en tant que dessert pour être savourés par les autres qui sont, eux, autour de la table. Et je crois que c'était tout l'enjeu de la discussion à Genève, où votre serviteur était présent aux côtés de la ministre déléguée et d'autres, de l'autre dimanche. C'était de faire valoir justement les leviers que nous avons en tant qu'Européens. C'est pas juste dire il faut qu'on soit à la table comme une question de principe, parce que ça, c'est pas audible et ça n'aura pas lieu. En revanche, nous pouvons rappeler les leviers dont nous disposons, qu'ils soient justement militaires, par le biais des garanties de sécurité, économiques, géostratégiques, par le biais des avoirs gelés, par exemple, et politiques, par le biais de la voix que nous avons, par exemple, à New York au Conseil de sécurité. Et en réalité, on voit que le schéma que l'administration américaine a en tête, assez similaire à celui pour Gaza au fond, prévoira nécessairement un passage par New York et par le Conseil de sécurité. Or, nous y sommes membres permanents. Et c'est en faisant usage de manière unie et cohérente, sans panique, de ces différents leviers, qu'à mon avis, nous pourrons imposer un certain nombre de visions européennes sur ce sujet qui, en réalité, nous concerne au premier chef, évidemment. L'avenir de l'Ukraine, l'avenir de la place de la Russie dans l'architecture de sécurité européenne, ce sont des sujets qui nous concernent au premier chef. Je pense que nous en avons des leviers, nous avons plus de force que nous ne pensons parfois, et nous pouvons assumer d'entrer dans ce rapport de force entre alliés, mais rapport de force néanmoins,
pour faire valoir nos vues, et je pense que c'est ce qu'attendent également nos opinions publiques si vous les interrogez. Donc je pense que vos débats ici, vu où vous êtes et qui vous êtes, sont particulièrement importants pour aller au-delà des clichés et au-delà des déclarations à l'emporte-pièce et essayer de comprendre au fond comment être de meilleurs partenaires pour un partenariat transatlantique renouvelé, mais qui prend pleinement en compte les évolutions des partenaires et non pas un partenaire américain fantasmé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée de débat. Mesdames et messieurs, bonjour, mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'École militaire pour la 4e édition des Assises de la géopolitique, en présence d'une communauté remarquable de penseurs stratégiques, de diplomates, de responsables publics et d'experts civils et militaires, d'acteurs économiques également, dont l'engagement éclaire chaque jour notre compréhension des relations transatlantiques. La question qui nous réunit, où va l'Amérique et quelles conséquences pour la France et l'Europe, est essentielle. Les échanges de cette journée nourrissent la réflexion publique, orientent les politiques et influencent les décisions économiques et industrielles qui irrigueront nos territoires comme les entreprises. Je suis là aujourd'hui pour un petit propos plutôt sur les questions économiques qui feront écho aux propos liminaires d'Alexandre. J'aimerais ici rappeler en ouverture les mots de Maurice Marchand-Tonnelle, qui est le fondateur de l'European American Chamber of Commerce il y a à peu près 30 ans, des mots qui n'ont rien perdu de leur force. Les décisions aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, ne peuvent être fondées que sur un engagement éclairé. Un jugement qui doit s'appuyer sur une bonne information et sur un dialogue avec d'autres décideurs de confiance, et c'est précisément ce qu'est le ACC. Forte d'une histoire commune, de mêmes valeurs et de mêmes défis, l'Europe et les États-Unis avancent ensemble. Maurice Marchand-Tonnelle était plus qu'un fondateur, un homme d'envergure intellectuelle, diplômé d'HEC, comme certains ici, j'imagine, d'Harvard Business School également, consultant, chef d'entreprise, bâtisseur de ponts entre les mondes économiques et institutionnels des deux côtés de l'Atlantique. J'ai eu le privilège de bien le connaître. Sa vision, son sens du dialogue et sa conviction du rôle du lien transatlantique unique dans l'histoire inspire encore notre action, et c'est l'esprit dans lequel je m'exprime aujourd'hui. Beaucoup, en France en particulier, expriment une forme de surprise, parfois même de sidération, face à certaines orientations américaines récentes. Je salue donc le choix des organisateurs de débuter ces assises par un rappel des constantes de la politique américaine, car il ne faut pas se tromper. Derrière les annonces chocs, les prises de position abruptes, il existe bel et bien une continuité dans l'action des États-Unis, et le président Trump s'inscrit dans cette continuité pour une grande part, en tout cas. Sur la forme, déjà, les États-Unis ont d'ailleurs, déjà dans leur histoire récente, opéré des virages inattendus et rapides. En 1971, qui date un peu, la fin soudain de la convertibilité du dollar. Dans les années 80, les restrictions d'importation automobile japonaise. Sur le fond, la perception du protectionnisme américain comme un élément nouveau n'est pas forcément totalement juste. Rappelons, en 2002, déjà, hausse des tarifs sur l'acier. En 2018, Trump 1, hausse de l'acier et de l'aluminium. Mais surtout, plus récemment, sous l'administration Biden, le pivot industrialiste majeur du Chips and Science Act et du Inflation Reduction Act. Première constante, America First toujours. À chaque fois, les entreprises américaines comme européennes ont dû adapter leur chaîne d'approvisionnement, revoir leur stratégie d'investissement, ajuster leur plan de conformité. Ce qui peut sembler comme un pivot brutal et une série de décisions brutales n'est en réalité, encore une fois, pour une grande part néanmoins, qu'une constante américaine. Pragmatisme, priorité claire et une approche souvent perçue comme extrêmement transactionnelle des discussions et des partenariats. Et c'est la deuxième constante. Le monde économique, lui, s'y adapte par nécessité, mais aussi par capacité.
Pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, il faut considérer quelques grandes lignes de force qui traversent les administrations et les alternances, et j'en citerai 3. La première, qu'il est toujours utile de rappeler, c'est la stabilité institutionnelle, même aujourd'hui. La Constitution américaine organise un rapport à l'État qui est stable, inchangé depuis 2 siècles, un contraste net avec la France, l'Europe aussi, au sens que l'Europe est prolixe en régulation, mais dépourvue de cadre institutionnel unificateur. Et cette stabilité américaine est souvent sous-estimée en Europe. C'est pourtant l'un des piliers de la continuité américaine. La deuxième ligne de force, c'est la manière dont l'État intervient. Et c'est un point essentiel. Aux États-Unis, l'État finance, c'est clair. L'État soutient, l'État dérisque. On le voit aussi avec le CHIPS Act ou l'IRA dont je parlais. Mais il ne décide pas de l'innovation. Ce sont les entreprises, les laboratoires, les investisseurs. Évidemment, le rôle avec les armées est important. C'est un contraste néanmoins profond avec l'Europe, et en particulier avec la France, où on attend trop de l'État qu'il décrète l'innovation. Et l'État s'arroge ce droit également. Alors qu'il ne peut ni en prévoir le rythme, ni en prévoir les ruptures. Et troisièmement, et je ne pourrais jamais insister suffisamment sur cet élément, dans notre compréhension des raisons de la domination qui dure dans le temps de l'économie américaine. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement important. Il y a quelques années, la Chine était perçue comme un concurrent qui rattraperait les États-Unis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'économie américaine dure et performe dans le temps. Une des raisons consiste en l'alliance unique entre la finance et l'innovation. Les marchés financiers de la côte Est mobilisent le capital. L'écosystème technologique de la côte Ouest associe talent, recherche, capital-risque. Cette combinaison capital massif, prise de risque assumée et capacité d'industrialiser et de passer à l'échelle nourrissent depuis des décennies la dynamique américaine. C'est l'essence du capitalisme américain schumpeterien que la France peine à embrasser, tant l'aversion au risque demeure encore fort. 2 défis structurels se posent donc à l'Europe. Face au retour des puissances, l'Europe reste en décalage. Construite comme un marché de consommateurs, comme un marché de consommation, elle ne s'est pas dotée d'outils de puissance, ni même de production. La réindustrialisation reste un concept qui peinera à trouver sa réalité. Deuxièmement, la nécessité de rattraper le retard en innovation. Patrick Artus l'a chiffré dans son livre « La France réinventée ». Depuis le début du XXIe siècle, l'écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro est d'environ 1 point par an. C'est plus aujourd'hui d'ailleurs. Parmi les facteurs explicatifs, 2 en particulier. L'écart de progrès technique et l'écart de croissance du capital. Encore et toujours, capital et innovation. Pour financer l'innovation, il faut attirer des investisseurs. Pour attirer les investisseurs, à commencer par les Européens, dont l'épargne part à 60% aux États-Unis, il faut être compétitif. Pour être compétitif, il faut repenser notre modèle, notre rapport à l'État, notre approche de la régulation, un élément très important. Et le moment ne peut être plus propice qu'aujourd'hui, où un sursaut européen n'est non seulement indispensable, mais obligatoire. Quelques mots juste pour finir sur la conjoncture économique. La hausse des droits de douane, et quand, je crois, cette journée a été décidée, on devait être dans les premiers jours, les premières semaines, quelquefois sous le choc des annonces du président Trump de début d'année. La hausse des droits de douane annoncée en début d'année faisait craindre un ralentissement économique, voire une récession. En réalité, il n'en est rien. La croissance mondiale dépasse même les attentes, portée par, d'abord, la résilience et l'agilité du secteur privé, qui a su, et les entreprises privées l'ont toutes vécu, en quelques mois, quelques semaines, s'adapter. Deuxièmement, la conclusion d'accords commerciaux entre les États-Unis et ses principaux partenaires. La guerre commerciale, finalement, n'a pas eu lieu. Pas d'escalade. La fragmentation des échanges reste partielle. Certaines zones dans le monde bénéficient d'une forte dynamique de croissance. Et enfin, l'envolée du secteur technologique, créateur de richesses, créateur de consommation et créateur surtout de besoins d'infrastructures. Mais nous évoluons dans un monde volatile et les États-Unis délivrent en moyenne 3% de croissance sur la période récente post-Covid, quand l'Europe plafonne à 1% et la Chine ralentit, les écarts se creusent. Ces constantes, nous les observons aussi dans nos échanges
Et je finirai par un mot sur le ACC. Avec nos membres, nous sommes une organisation entièrement privée, indépendante des États-Unis, indépendante de l'Europe, financée par les entreprises qui nous rejoignent, qui sont des grandes entreprises, comme beaucoup d'ETI. Et c'est très important, puisque les ETI sont le tissu industriel, pour l'essentiel en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs. Leur réactivité, leur lucidité sont précieuses pour anticiper leurs évolutions. Et nous mettons à leur disposition quelques outils comme le Transatlantic Business Expansion Outlook, qui est un baromètre, et le Trust Trade and Investment Digest, qui nourrit des retours concrets de nos membres. Et c'est fort de ces outils que je vous parle aujourd'hui. Le programme de cette journée montre combien il est essentiel de saisir les dynamiques américaines dans toute leur complexité, historique, économique, stratégique. Pour les entreprises, ces éléments guident des choix très concrets. Investir, comment ? Se structurer, comment ? Avec qui s'associer demain ? Comment sécuriser les chaînes de valeur ? Pour l'Europe, pour la France, le moment est à la fois un défi et une opportunité. Et un mot très important pour finir, une Europe plus forte économiquement renforce non seulement sa propre sécurité, sa souveraineté, mais aussi l'équilibre long terme du partenariat transatlantique auquel nous tenons tous. Puissent nos discussions d'aujourd'hui vous aider et nous aider à mieux comprendre la trajectoire américaine, à positionner la France et l'Europe avec lucidité, avec volonté, avec confiance. Je vous remercie. Je m'appelle Georgina Wright, je suis conseillère spéciale au German Marshall Fund, qui est un think tank transatlantique dont le siège est à Washington, mais qui dispose de 7 bureaux en Europe, dont un à Paris. Je partage mon temps là entre Londres et Paris. C'est un think tank indépendant, non partisan, qui se consacre à la relation transatlantique. Donc je passe beaucoup de temps à suivre la politique de Donald Trump dont nous allons discuter ensemble ce matin. Et j'ai vraiment l'honneur et le plaisir de modérer cette première table ronde intitulée « Évolution et impact de l'influence américaine ». Donc merci tout d'abord à Monsieur Laoud, ainsi que tout le bureau HEC Alumni Géostratégie et tous les organisateurs pour l'invitation. Et merci à vous tous ici présents dans la salle et aussi en ligne pour votre présence avec nous ce matin. Donc comme vous le savez, vous avez dû le voir dans le programme, cette première table ronde a vraiment pour objet de porter un regard analytique sur l'influence américaine aujourd'hui. Donald Trump, qui est de retour à la Maison-Blanche depuis presque un an, a réussi à bouleverser totalement les fondements, les fondements et les acquis de l'influence américaine. Pendant sa campagne, il promet de rendre l'Amérique great again, de faire en sorte que l'Amérique se fasse respecter, tant dans les domaines de la politique étrangère que dans les sphères économiques. Il promet de mettre fin aux guerres sans fin et nomme une équipe de conseillers principalement constituée de businessmen et de real estate, comme ils aiment me rappeler à Washington. Et comme vous l'avez peut-être vu ce matin, Steve Witkoff, qui est son envoyé spécial pour la Russie, est à Moscou pour la 8e fois depuis janvier pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine. Je pense, et je vais terminer sur ces propos-là, ce n'est pas un isolationniste. Je pense qu'on a tort parfois de le considérer ainsi. Quand je suis à Washington et que je parle à ses conseillers, mais aussi des membres du Congrès ou du Sénat qui sont plutôt rangés du côté MAGA, on me dit et on me le répète tout le temps, c'est un visionnaire. Il est prêt à transformer les États-Unis et son rôle dans le monde. Et oui, cela aura des répercussions pour les alliés des États-Unis, pour l'Europe et évidemment pour la France. Donc, pendant cette première table ronde, nous allons vraiment essayer de comprendre l'influence américaine aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, les tables rondes suivantes vont porter plutôt sur l'économie américaine, la nouvelle donne géostratégique qui découle de ce changement, bouleversement des États-Unis dans différentes parties du monde, et enfin, évidemment, terminer sur la place de l'Europe et de la France et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir modérer ce panel
je vais peut-être vous présenter par ordre d'intervention, si vous en êtes d'accord. Donc Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis, que vous avez pu sûrement suivre sur les réseaux et vous avez écrit des bouquins également sur les États-Unis. Vous allez commencer. Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, avec qui j'ai pu participer à de nombreuses tables rondes, qui a toujours beaucoup à dire sur l'Europe depuis quelques années maintenant, mais dont la parole reste toujours très respectée, surtout à Bruxelles, mais également en France. Et enfin, Madame l'ambassadrice Aurélia Boucher, directrice du département de l'Europe et des Affaires internationales ici à l'IHEDN. Voilà, donc Yannick, je vais peut-être commencer avec vous. Vous suivez les États-Unis depuis très longtemps. Pouvez-vous peut-être nous apporter votre regard analytique sur les priorités et ce qui guide vraiment les États-Unis aujourd'hui, depuis que Donald Trump est de retour au pouvoir? Merci, Georgina. Je vais faire quelque chose d'inhabituel, je vais répondre directement à votre question. Avec un petit mot de préambule, qui est le fait qu'il n'y ait, par rapport à la question, pas de vision d'ensemble structurée, pas de conscience historique, pas de déférence. Vis-à-vis des gradés, si pendant Trump 1, et puis cette déférence est estompée, comme vous avez pu le constater avec les nominations de Pete Hegseth au Pentagone rebaptisé département de la guerre. Il y a quelque chose de supplémentaire qui n'existait pas sous Trump 1, c'est la volonté de s'enrichir aussi personnellement au passage, si on peut, via ses propres fils, ou même celui de Stevie Witkoff. Donc tout est permis, tout est possible. Le pire, je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'on le connaît déjà à peu près, mais des choses qui peuvent être aussi positives. Et je commence donc par les 3 points qui me paraissent saillants. Et je vais vous donner les 3 pour être plus méthodologique peut-être. La Chine, je vais en dire 2 mots. L'économie et la croissance comme la base de la puissance, même de la raison d'être au fond de la puissance des États-Unis. Et puis agir, qui passe parfois par du déclaratoire. Alors la Chine, très rapidement quand même, je voulais rappeler que pour le positif, Donald Trump, en 2017, a cassé un consensus assez infécond sur que fallait-il faire vis-à-vis de la Chine. Il y avait un petit peu l'orthodoxie ou la religion qu'avait formulé Robert Zoellick, qui avait ensuite devenu conseiller de George Bush, fils, qui est ensuite devenu président de la Banque mondiale, partie prenante responsable du système international hérité de la guerre et créé par les États-Unis. C'était ça l'axe clé. Beaucoup de frustration à cette époque avec des négociations sans arrêt. Et puis chaque printemps, chaque fois qu'il y avait les œufs de Pâques, il y avait le fait de savoir si le Congrès allait déclarer que les Chinois manipulaient le yuan par rapport au dollar, etc. Donc c'était toujours un peu un théâtre, et puis des rendez-vous réguliers d'année en année qui frustraient beaucoup de monde sur la manipulation donc des taux de change, le respect des droits de propriété intellectuelle, et puis le mercantilisme d'État de la Chine. Donc il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Du jour au lendemain, les démocrates et les républicains n'ont rien dit. Sans bruit, tout ce consensus a été retourné comme une pâte, et poursuivi par Joe Biden. Et donc cet apport-là est quand même assez important parce que même si c'est avec un schéma un peu daté des années 80. Il faut rappeler dans les années 80 les relations entre le Japon et les États-Unis qui tournaient autour des mêmes choses, c'est-à-dire le déficit commercial, la position du yen par rapport à celle du dollar. Je vous rappelle les accords monétaires du Plaza en 85 sous Ronald Reagan, de quoi contenir un petit peu, mieux maîtriser les exportations du Japon vers les USA. On a retrouvé exactement les mêmes choses et au fond, sa vision économique internationale s'est créée. Je crains qu'elle se soit un peu figée à cette époque-là. Donc, mais ça a été un vrai tournant et disons que la rivalité sino-américaine, qui était déjà assez explicite, est devenue beaucoup moins décomplexée, de manière assez claire, une confrontation au fond. Voilà. Alors il peut y avoir une vision du monde qui est trompée, mais du coup elle est quand même clairement fondée, et je rebondis sur cet aspect de la Chine, sur l'économie et la croissance comme fondement de la puissance des États-Unis, dans quelque sorte loin des complications politiques, notamment celles des Européens.
Et donc les nominations qui étaient importantes, Trump 1, Trump 2, c'était Pete Navarro pour le commerce, qui est toujours là d'ailleurs, hein. Il a changé de job, mais il est toujours là. Lutnick, Grierson pour le USTR, qui est le représentant spécial au commerce, ce type de choses. Et puis la bourse, moi ce qui me semblait qui était intéressant avec Donald Trump, contrairement à chez nous, c'est qu'on pouvait se dire, bon, au moins le président des USA, lui, la bourse, il sait comment ça marche, quoi. Voilà. Et en effet, sa présidence a été, par rapport à nos débats, et sa présidence a été saluée par ce spectaculaire de la bourse américaine, qui a bénéficié aussi au CAC 40, qui est toujours au-dessus de 8000 points. Donc il y a eu une spécificité, disons, et ce qui procédait de sa priorité clairement déclarée pour le leadership des affaires, le leadership économique des États-Unis, qui est d'ailleurs une approche relativement, disons, classique, hein. Et puis le troisième point, et ça revient d'ailleurs à celui-là, hein, on procède de chacun, on rebondit de l'un à l'autre, agir, parfois donc c'est plutôt déclaré, mais pour affirmer la prééminence et les intérêts des États-Unis, parfois en appuyant un petit peu comme un enfant un peu perdu sur tous les boutons, hein. On vient de le voir par exemple avec le Venezuela, par exemple, ou la reconquête spatiale, hein. Ils jettent parfois des idées comme ça. Mais évidemment, ce qui déconcerte un peu, c'est qu'il y a un désintérêt affiché pour toute structuration d'une approche, de l'approche et de politique publique, une approche qui soit construite. Et je relèverai un point pour rester dans le domaine économique quand même, parce que c'est un peu mon dada en quelque sorte, mais qui est très important, c'est l'antitrust. Autrement dit, la déréglementation. Antitrust, il s'en fiche, même s'il fait des déclarations un peu contradictoires en disant qu'il ne faudrait quand même pas que les oligarques de la tech prennent trop de place sur le marché pour étouffer la concurrence et l'innovation. Puis après, il revient dessus. Donc, on ne sait pas trop où on va aller. Mais cet antitrust qui avait été clairement revitalisé, c'était historique, hein, par Joe Biden en juillet 2021, donc assez peu après son entrée en fonction à la Maison-Blanche, un an et demi à peu près après, sur tout un tas de choses, hein, les appareils auditifs, les prix des billets d'avion, tout un tas de choses, sauf la tech. Évidemment, ça, ils n'ont pas touché à ça, mais l'antitrust avait été pour insuffler de la compétitivité, de la concurrence, instiller l'innovation et baisser les prix pour les consommateurs lorsque c'était possible. L'administration Biden avait beaucoup relancé l'antitrust et c'est plus ou moins abandonné, en tout cas largement négligé par Donald Trump, qui se fiche de toute la structuration, puisque pour un rappel très bref, il s'agit de créer un équilibre pour protéger le consommateur et en même par une concurrence qui soit saine, hein, et de punir non pas les positions, comme d'ailleurs la doctrine européenne, hein, l'antitrust c'est ça, c'est pas de punir pour punir, c'est de punir l'abus qui est fait des positions dominantes. C'est ça qui est vraiment très important parce que vous avez quelqu'un à rappeler tout à l'heure très justement les rebonds, monsieur de la Chambre de commerce, je crois, les rebonds les ressorts de la puissance économique américaine, mais il y a quand même aussi cette règle, hein, de l'antitrust. Et donc il s'en fiche un petit peu, il ne le traite pas avec l'attention nécessaire, et d'autres grands patrons de la banque comme Moynihan, le patron de Bank of America, ou Jamie Dimon de JP Morgan ont fait des déclarations qui montrent qu'eux sont quand même plus attentifs à un marché financier qui pourrait nous emmener vers des désastres. Voilà à peu près les trois points. Ceci probablement au détriment des Européens, mais on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard. Est-ce que je termine sur les 3 points que vous m'avez demandé sur les ressorts aussi intérieurs de ces 3 grands axes? Ils sont très simples, je vais faire plus court. Il faut se rappeler qu'il est quand même globalement le président des Gilets jaunes américains, donc il faut qu'il ait toujours un œil sur la flamme entretenue entre lui-même et sa base électorale, que je ne décris pas sociologiquement, je pense que l'expression française suffit. Et ce qui nous amène à ce point qui est à mon avis le mot-clé de ce qui se passe aux États-Unis, affordability, abordabilité, le pouvoir d'achat, le niveau de vie. Et l'inflation héritée par Biden de Trump 1, avec ses politiques tarifaires du premier mandat, tout ça c'est très long quand même à se faire sentir, c'est pas du jour au lendemain, hérité de Trump 1 sous Biden, mais aggravé par certaines mesures, notamment la loi IRA, Inflation, la loi de réduction de l'inflation, très mal nommée, puisqu'en fait c'était un gros piège à couillon, comme dirait Montbard, notamment pour les Européens, puisque c'était des masses très importantes de crédits d'impôt, qui sont forcément inflationnistes. Alors tout ça,
s'inscrivant encore une fois dans le temps, Donald Trump doit faire face, donc s'occupe essentiellement d'économie, comme je l'ai dit, mais doit faire face à un mécontentement très fort du fait de cette tendance inflationniste qui fait hésiter. Alors ça peut se retourner là à la fin d'année, on va voir, mais la Banque centrale américaine a baissé ses taux. Donc ça a un impact. Mais ce qui est important pour lui avec cette base MAGA, c'est quand même d'assurer, et c'est un peu la voie de sortie, le ressort culturel. Comme à l'époque, mais on reviendra peut-être là-dessus, à l'époque George W. Bush avait quand même une assise très culturelle forte. God, Guns and Gays, si vous vous rappelez, le mariage homosexuel, la liberté du port d'armes, et ce type, et le mariage... Et le troisième point, et donc pour terminer là-dessus, c'est ce que vous avez dit à l'introduction, c'est le pacifisme. Alors néo-isolationnisme, ok, je n'utilise pas l'expression, mais bref, c'est pas un va-t-en-guerre, faites des affaires plutôt que la guerre, c'est un petit peu ça. Il se revendique à tort d'ailleurs, de son modèle McKinley. En fait, il s'en inspire surtout pour les tarifs, mais McKinley avait augmenté les tarifs dans un contexte économique qui n'a absolument rien à voir avec notre donc autre petite contradiction. Mais le fait est que voilà encore une fois son axe tarifaire. Il aurait plutôt dû peut-être s'inspirer de Theodore Roosevelt plutôt que, j'en dirai un mot peut-être après, plutôt que de McKinley, dont l'expression était « speak softly », parlez doucement, mais tiens bien ton gros bâton derrière toi. Là, il ne parle pas doucement du tout, c'est plutôt du déclaratoire, du très provocateur. Et du point de vue de l'outil militaire, il est quand même, sauf par exemple une frappe chirurgicale en Iran, on l'a vu récemment, il est plutôt quand même très réservé là-dessus. Donc c'est plein de paradoxes et de contradictions. En conclusion, je dirais que ce qui serait intéressant de voir, pour revenir à mes sujets plus économiques, et c'est de voir quelle contre-offensive Donald Trump va mettre en place face aux nouvelles routes de la soie chinoise, et comment il va reprendre, s'il le reprend, sans que ce soit nécessairement exprimé de cette manière, un axe constant de la politique américaine, à savoir la liberté des mers qui soutient le commerce. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Pardon si j'ai un peu dépassé. Nous avons commencé plus tôt, donc non, merci beaucoup. Et je vous avais demandé effectivement, je vous avais posé une question très large qui était vraiment de nous expliquer un petit peu ce qui se passait aux États-Unis et puis de pouvoir l'expliquer finalement l'influence, les répercussions à l'étranger. Et nous reviendrons effectivement sur pas mal de points que vous avez évoqués. J'étais très marquée quand j'étais à Washington et que je parlais un petit peu à l'entourage du président. Et j'ai demandé finalement qui sont qui sont les gens à qui il veut plaire, qui sont les gens pour qui son administration compte, et on me disait toujours les mêmes. Évidemment, sa base électorale qui reste très importante, le Congrès jusqu'en 2026, parce que comme vous le savez peut-être, il y a les midterms, donc il y a des élections partielles du Congrès qui auront lieu, donc il tient quand même un petit peu à les avoir du bon côté. Les grands patrons, évidemment, la bourse, vous l'avez évoqué, et il disait les tech bros qui finalement pourraient retomber un petit peu pourraient être regroupés sous les grands patrons, mais qui considèrent à part. Mais comme vous l'avez dit à juste titre, c'est peut-être un président qui a pris certaines décisions, qui est revenu sur certaines décisions, qui a une stratégie, mais peut-être pas une politique, qui a des idées, mais qui n'a pas une stratégie claire pour y arriver. Et donc, justement, on est tous un petit peu à devoir suivre de près, parce que ce qu'il annonce un jour pourrait tout à fait changer, et on reviendra effectivement sur les différents points que vous avez évoqués. Madame la vice-présidente, on parle beaucoup d'humiliation européenne avec le retour de Donald Trump. La question large que je vais vous poser également, c'est comment vous analysez aujourd'hui l'influence américaine en Europe, et a-t-elle changé depuis l'élection de Donald Trump, ou est-ce qu'il y a des liens communs avec Joe Biden et les présidents qui ont précédé Donald Trump? La parole est à vous. Merci beaucoup, Georgina, et merci pour votre invitation et pour avoir monté ce colloque à un moment particulièrement pertinent, même si je crois qu'avec Donald Trump, tous les moments seront pertinents parce que tous les jours, on a une nouvelle surprise. Je voudrais d'abord juste peut-être revenir sur ce que vous avez dit en introduction quand on vous présente Donald Trump comme un visionnaire. Moi, je pense qu'il l'est. Il est visionnaire.
Alors évidemment pas dans un sens qui arrange nos intérêts à nous, Européens, mais il est visionnaire pour l'Amérique et il y a tout un projet, alors non pas de Donald Trump lui-même, parce que je crois qu'il n'a pas vraiment de grande pensée stratégique, mais de gens autour de lui, des idéologues de Donald Trump, qui sont en général des milliardaires de la tech. Et j'insiste sur le plan de c'est vraiment l'alliance Trump plus tech qui fait la spécificité de cette administration. Il y a tout autour de lui une série d'idéologues qui veulent véritablement changer le monde, qui veulent changer le système international. Et je crois qu'il faut partir de là pour comprendre la réaction des Européens et l'impact de cette contre-révolution sur l'Europe. Et très rapidement, moi je dirais que le gouvernement américain veut changer les 3 piliers d'un système international qui a fait la fortune et la puissance de l'Amérique depuis 8 décennies, puisque ce système a été créé par les Américains en 1945. Et ce système était fondé sur 3 piliers. En économie, le libéralisme économique, laissez faire, laissez passer, commerçons avec tout le monde. En politique, la démocratie représentative. C'est pour ça que c'est l'Amérique elle-même qui a écrit la loi fédérale allemande, qui est la constitution de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la démocratie comme l'expression politique de la puissance américaine. Et enfin, en relations internationales, le primat du droit sur la force. C'était la création de l'ONU, les Nations Unies, censées représenter les efforts de la communauté internationale pour faire en sorte que ce soit le droit et non pas la force qui soit le critère essentiel des relations internationales. Et ça, ces 3 piliers ont bien fonctionné jusqu'à Trump. Et ce que veut Donald Trump, c'est les changer, les renverser, les remplacer par 3 autres, qui sont en économie le protectionnisme. Et on voit qu'il n'hésitait pas au départ à vouloir des droits de douane de 145% avec l'Europe comme avec la Chine. En politique, par l'autoritarisme, et ça je reviendrai là-dessus, c'est un élément absolument fondamental de la révolution américaine, et en relations internationales, le primat de la force sur le droit. Et ça, c'est le nouveau système, protectionnisme, autoritarisme, force, que l'Amérique de Donald Trump veut imposer à l'Occident, parce qu'elle ne pourra peut-être pas l'imposer si facilement aux autres, mais en tout cas imposer à l'Occident comme étant les bases des nouvelles règles de fonctionnement international. Alors évidemment, pour les Européens, c'est pratiquement inimaginable que l'Amérique elle-même vante ce qui a été considéré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale comme des recettes de guerre. Parce que si vous ajoutez protectionnisme, autoritarisme et force, c'est la recette de toutes les guerres dans le monde depuis que le monde est monde. Mais ça, je crois qu'il faut bien comprendre la révolution américaine. Moi, je serais moins sur la ligne précédente qui était de dire c'est un peu l'Amérique d'autrefois avec la Chine, la bourse, etc. Non, je crois qu'il y a une vraie révolution américaine qui est une contre-révolution mondiale. Deuxième point, est-ce qu'il a une politique étrangère ? Non, Donald Trump n'a aucune politique étrangère, il a une politique d'intérêt. Et il est fort avec les faibles. Et là, il n'hésite pas à l'intervenir. En Iran, il est intervenu parce qu'il savait qu'il allait gagner. Au Venezuela, il attaque les bateaux parce que le Venezuela est faible. Et il est faible avec les forts. Il fait attention à Poutine, il fait attention à Xi Jinping. Il a été battu à plat de couture lors de son dernier voyage en Chine. Donc il a une politique d'intérêt et il a une politique véritablement d'usage de la force, d'interventionnisme quand il sait qu'il est le plus fort, mais de prudence, de modestie et de commerce quand il sait qu'il y a un équivalent en face. Et donc vis-à-vis de l'Europe, je ne crois pas que l'Europe soit humiliée. L'Europe, elle est déboussolée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que l'administration Trump a 2 visions ou 3 visions de l'Europe. La première, c'est que l'Europe, c'est une série de parasites, profiteurs, qui ont effectivement profité de la protection américaine depuis 1945 et qui en ont profité pour ne dépenser
que très peu en matière de défense, et donc pour faire du commerce, de l'économie, à tel point qu'effectivement l'Europe était devenue en 2000 la première puissance économique mondiale et la première puissance commerciale mondiale. Donc ça, c'est sa vision de l'Europe parasite. Maintenant, il faut les faire payer, il faut leur faire rendre ce qu'on leur a donné. C'est pour ça qu'il n'arrête pas d'insister sur l'augmentation des dépenses de défense au sein de l'OTAN. Je ne crois pas du tout que c'est parce qu'il a peur de Poutine, c'est parce qu'il faut qu'on paye pour tout ce qu'on n'a pas payé depuis 8 décennies. La deuxième vision de l'Europe, au-delà d'être des profiteurs, c'est que l'Europe, ce sont des fous normatifs. Ils ont une passion pour la norme, le droit, le contrôle politique, etc. Alors ça, c'est plutôt la vision de ses alliés de la tech. Mais que tous ces gens-là sont d'abominables autoritaires qui veulent encadrer, contrôler l'innovation, l'investissement, la finance, et qu'il faut absolument, donc, quand on est américain, se battre contre cette folie normative européenne, et en particulier dans l'industrie numérique, puisque vous savez que l'Union européenne, quand le commissaire était Thierry Breton, a mis en place 2 règlements pour contrôler les plateformes numériques, ou en tout cas pour augmenter la responsabilité des plateformes numériques, avec une règle très simple de Thierry Breton qui était de dire ce qui est interdit dans la vie normale, la vie réelle, doit être interdit dans la vie virtuelle. Et donc c'est à partir de ça que l'Europe a inventé ces 2 régulations numériques. Et ça, ils détestent, effectivement. Pour eux, c'est un contrôle absolument indu. Et troisième vision de l'Europe qu'ils ont, alors que les grands réactionnaires conservateurs comme J.D. Vance, par exemple, et aussi un certain nombre d'idéologues comme Peter Thiel, c'est que l'Europe est liberticide. C'est ce qu'a dit J.D. Vance quand il est venu en Europe à Munich en mars 25. Il a accusé l'Allemagne notamment de tuer la liberté parce que les Allemands venaient de prendre une décision qui plaçait le parti d'extrême droite, l'AfD, comme un parti d'extrême droite, ce qu'il est effectivement. Et donc J.D. Vance trouvait ça abominable, qu'on doit avoir le droit de tout dire, tout faire, tout penser, tout saluer, y compris des saluts nazis. Et donc, on a une vision de l'Europe qui est extrêmement négative. Quand vous regardez ces 3 composantes de l'administration américaine, l'administration elle-même, les tech, les milliardaires de la tech et les ultra-réactionnaires qui sont à la tête de cette contre-révolution qu'on appelle le Dark Enlightenment, les lumières obscures, il faut voir ce que ça veut dire, les lumières obscures, eh bien, ils ont une vision de l'Europe totalement négative. Donc, ce n'est pas vraiment une humiliation que nous ressentons, nous, en Europe. C'est premièrement une incompréhension, parce que penser qu'aujourd'hui, l'Amérique, qui est venue 2 fois faire une guerre mondiale pour nous sauver du fascisme et pour nous remettre dans la liberté, penser que cette Amérique-là est aujourd'hui l'Amérique qui fait des yeux doux à Poutine et attaque la démocratie européenne, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire. Aujourd'hui, les plus fortes ingérences dans nos processus démocratiques ne viennent pas de la Russie ou de la Chine, en tout cas pas seulement, elles viennent des États-Unis. Steve Bannon a créé un mouvement qui s'appelle The Movement et dont le but est de financer les partis d'extrême droite en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne, parce que leur objectif, c'est de remplacer la démocratie européenne par un système autoritaire à l'américaine, avec un seul principe très simple, c'est que, comme le dit Peter Thiel, la liberté aujourd'hui n'est plus compatible avec la démocratie. C'est le slogan des contre-révolutionnaires américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté dans la démocratie, c'est une liberté contrôlée par la loi, donc par la collectivité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une liberté contrôlée par un seul, c'est-à-dire le chef eux-mêmes, le chef qu'ils ont élu eux-mêmes, c'est-à-dire l'autoritarisme. Et donc, pour les Européens, penser que cette Amérique de Kennedy et de tous les autres est devenue aujourd'hui un pays puissant dont l'objectif est de détruire la démocratie en Europe et de faire alliance avec les régimes autoritaires, notamment russes, c'est pas une humiliation, c'est une consternation et c'est peut-être aussi, mais on y reviendra plus tard, le début d'une révolution européenne. Merci beaucoup et j'espère effectivement qu'on reviendra un petit peu sur la réponse européenne et je sais que c'est aussi une des... voilà, mais je vous donnerai l'occasion de répondre là-dessus. Et aussi peut-être, vous avez parlé évidemment d'influence américaine politique
donc cette volonté de soutenir certains mouvements ou partis d'extrême droite. On reviendra peut-être aussi sur les garanties de sécurité, qui reste évidemment une préoccupation majeure pour beaucoup de nos partenaires européens sur le front Est. L'Ukraine, évidemment, et peut-être qu'on pourra revenir aussi sur l'influence finalement militaire stratégique des États-Unis et si elle change. Madame l'ambassadrice, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez longuement été en poste en Asie centrale, où évidemment on parle principalement d'influence russe, mais également d'influence américaine. Et je voulais peut-être vous demander de regarder un petit peu au-delà. On a regardé les États-Unis, on a regardé l'Europe, mais vraiment dans cette partie du monde que certains peut-être connaissent moins bien. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'influence américaine aujourd'hui et quelles leçons est-ce que vous en tirez? La parole est à vous. Merci. Est-ce que le micro marche? Très bien. Merci beaucoup pour d'abord cette invitation à cet excellent colloque qui est particulièrement pertinent à une époque où, en Asie centrale aussi, beaucoup de l'attention des gouvernements et des opinions publiques est tournée vers les États-Unis. Et c'est intéressant de voir que précisément en ce moment, il y a un regain d'intérêt de la part des États-Unis pour l'Asie centrale, ce qui n'a pas toujours été le cas. Parce que le degré d'intérêt américain, le degré d'engagement américain en Asie centrale a été très variable selon les époques et selon les priorités américaines, même si au fond les constantes de l'approche américaine sont restées à peu près identiques. Maintenant, elles semblent connaître une évolution. Il y avait toujours le triptyque démocratie, sécurité, économie. Les trois éléments étant en ordre variable suivant les administrations, il est évident que maintenant l'économie prend le pas de manière particulièrement flagrante avec Donald Trump et en particulier le dernier sommet qui a eu lieu à Washington le 6 novembre. Mais peut-être pour avoir une idée de l'évolution de l'approche américaine et de son engagement à éclipse que cela a représenté, je vais faire un bref retour sur image des périodes précédentes. Bon, d'abord, tout commence en quelque sorte à la chute de l'Union soviétique avec l'émergence de nouvelles républiques qu'il faut soutenir en termes d'indépendance et de souveraineté. Et les États-Unis se mobilisent fortement, pas uniquement les États-Unis d'ailleurs, mais en tout cas les États-Unis, pour combler le vide laissé par le communisme, éviter que celui-ci ne revienne, encourager les réformes démocratiques, prévenir la prolifération nucléaire, grand problème à l'époque, et aussi exploiter les richesses pétrolières, se positionner sur, en particulier au Kazakhstan. C'est grâce à l'investissement de Chevron que le Kazakhstan va décoller sur le plan économique, par exemple. Et puis aussi commencer à réfléchir, dès à l'époque, à une connectivité Est-Ouest, logistique, énergétique, évitant le territoire russe. Donc le champ des possibles est énorme et les choses commencent ainsi. Elles sont bouleversées en 2001 par l'attentat du 11 septembre qui, je passe bien sûr pas mal d'épisodes, transforme la région avant tout en une zone de transit pour l'ISAF vers l'Afghanistan. Et la région devient aussi une pièce maîtresse du dispositif américain avec les bases américaines dans la région. Alors, ce dispositif, naturellement, est tributaire des hauts et des bas de l'engagement de l'ISAF, de l'engagement international en Afghanistan. Pour faire court, à la fin de l'histoire, on voit les États d'Asie centrale se lasser de la présence prolongée des troupes américaines, exiger leur départ, 2005 en Ouzbékistan, puis après quelques épisodes, fin de l'ISAF, fin de la base américaine, fin de la présence américaine à Manas. Cela dit, le dialogue avec les États-Unis se poursuit, bien sûr de manière infiniment moins intense, infiniment moins orientée et plus discrète. Le dialogue reste cependant, en 2015, est créé le format
5+1, les 5 États d'Asie centrale plus les États-Unis, au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui assurent un dialogue sur la finalisation du retrait d'Afghanistan. Les Américains ont encore pas mal de choses à régler, mais aussi sur les différents sujets économiques notamment. Alors, ceci est discret, comme je le disais, au niveau des ministres, mais un premier coup de projecteur est donné sur ces contacts à 5+1 par la première administration Trump. C'est en 2018 les visites des présidents kazakhs et ouzbeks, visites fortement médiatisées, partenariats stratégiques, décision de créer une stratégie pour l'Asie centrale de 6 ans, annonce de contrats de plusieurs milliards. L'ensemble, cependant, va donner assez peu de résultats concrets. Il y a toujours cette question du suivi après les annonces et que l'on pourrait d'ailleurs retrouver, sans insulter l'avenir, à propos du sommet qui vient d'avoir lieu. Alors, autre série d'épisodes majeurs, et c'est le moment où je prends mes fonctions à Tachkent. J'arrive en octobre 2021. On émerge, on est encore sous le coup, pour être plus précis, de la chute de Kaboul. Grand choc infligé à la relation entre les États d'Asie centrale et les États-Unis, puisque non seulement le choc de Kaboul en soi est évidemment une catastrophe pour les États d'Asie centrale, mais aussi et peut-être surtout la brutalité du retrait américain, qui crée une tension. Il y a des éléments de crise de confiance aussi dans la fiabilité américaine, malgré les assurances qui sont immédiatement prodiguées par l'ambassadrice Wendy Sherman et autres auprès des États d'Asie centrale. Toujours est-il que le ressenti des États d'Asie centrale, c'est que désormais, ils se retrouvent seuls face à un risque majeur en termes de terrorisme et en termes de migratoire. Et le réflexe est de se tourner vers la Russie. Toutefois, ce que je constate sur place, c'est que les relais d'influence traditionnels américains continuent de fonctionner. Les bourses universitaires attirent beaucoup, toujours. Même si le prestige américain est atteint, malgré tout, l'attrait demeure. Les financements de USAID restent indispensables, notamment pour les pays les moins riches, mais en fait, à l'époque, pour tous. Que ce soit le volet sanitaire ou le volet liberté d'expression pour les élites libérales. Par ailleurs, l'attrait des États-Unis reste aussi irrésistible pour les travailleurs migrants, également pour une partie des élites économiques qui se retrouvent très volontiers avec leurs partenaires américains, même si le modèle de réussite économique américain est désormais loin d'être le seul. Il y a le modèle coréen, il y a le modèle singapourien, et puis par ailleurs, il y a la réussite économique chinoise qui impressionne. Premier choc, donc Kaboul. Le deuxième choc qui survient, et donc là on est en février 2022, et je le vois bien entendu de mes yeux depuis Tachkent, l'invasion de l'Ukraine. Et là, les États d'Asie centrale craignent bien sûr que la Russie, après l'Ukraine, ne tourne un jour son attention vers les États d'Asie centrale. On parle souvent du Kazakhstan et de sa forte minorité russe, mais il y a un sentiment d'insécurité qui gagne tous ces États. Et c'est un vrai changement de paradigme pour ces États, puisque Moscou était, quels que soient les reproches et les frustrations et les tensions qui ont pu exister entre ces États et la Russie, malgré tout, la Russie était vue comme un protecteur de dernier ressort. Et tout d'un coup, ce protecteur devient une menace potentielle. Et la réaction, encore une fois, je parle rapidement parce qu'il y a des nuances suivant chaque État. La réaction des États d'Asie centrale est de ménager Moscou tout en recherchant activement, intensément, à diversifier leurs partenariats. C'est la politique multivectorielle que pratiquent activement les grands États que sont le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Les autres, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont un peu moins de marge de manœuvre. Et cette politique multivectorielle nous intéresse, nous, Européens, et les Asiatiques, et d'autres, bien sûr, et les Russes et les Chinois également essaient malgré tout d'en tirer parti. Les Américains, eux, y répondent avec retard. Ils paraissent au début assez peu intéressés. Toutefois, ils retrouvent une motivation forte de s'intéresser à l'Asie centrale avec la prolongation de la guerre en Ukraine, la problématique des sanctions et du contournement des sanctions dans la région au sens large,
quelle que soit la volonté affichée par ces États de respecter celle-ci. L'influence grandissante de la Chine, la pression politique et autres russe qui ne veut pas, qui veut regagner un peu le terrain perdu en 2022-2023. Toujours est-il que l'ensemble de ces considérations font que les Américains retrouvent un intérêt pour l'Asie centrale à haut niveau, puisque le président Biden reçoit les 5 chefs d'État d'Asie centrale à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le message est largement économique, le contenu est en tout cas tel qu'il est affiché, mais il y a aussi des discussions sur les questions de sécurité, Ukraine, Afghanistan, et également la capacité de l'Asie centrale à coopérer entre États d'Asie centrale sans avoir un grand frère autour d'eux. Je reviens maintenant au monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, donc, c'est... dans ce contexte, le sommet qui vient d'avoir lieu le 6 novembre, organisé par le président Trump, qui a réuni autour de lui à Washington, non plus à New York, mais à Washington, pour un événement spécifique, les 5 chefs d'État d'Asie centrale. Ce sommet a été un succès. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, la stratégie des États d'Asie centrale, qui est de diversification des partenariats pour desserrer un peu l'étau russo-chinois, pour équilibrer un petit peu cette situation, s'inscrit assez naturellement dans l'approche de Donald Trump de multiplication de partenariats commerciaux avec des régions qui ont un intérêt stratégique pour les États-Unis. Et l'intérêt stratégique maintenant de la région d'Asie centrale pour Washington, c'est avant tout les métaux rares, c'est les ressources énergétiques au sens large, notamment le gaz, c'est les perspectives précisément de connectivité énergétique et logistique par la voie transcaspienne. Et donc, ce sommet est riche, si je puis dire, en annonces fracassantes en termes de contrats, j'allais dire en tout genre, c'est-à-dire qu'on mélange allègrement les contrats, les partenariats, les projets. On est largement au-delà de 100 milliards. Pour l'Ouzbékistan, des partenariats de 100 milliards sont annoncés, des achats de 17 milliards avec le Kazakhstan. Les annonces portent bien sûr sur les minerais et les terres rares, l'aéronautique, Boeing fait des affaires absolument mirifiques, les nouvelles technologies, l'énergie et la connectivité Est-Ouest et transcaspienne. Et on parle fort peu de questions de sécurité. Ukraine, Afghanistan, ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour est avant tout économique, ce qui correspond d'ailleurs à l'approche des grands États ouzbeks et kazakhs, qui ont avant tout une priorité économique. Alors ce sommet, s'il a été une réussite, c'est aussi parce qu'il a un contexte favorable, il a eu lieu dans un contexte favorable, Donald Trump ayant l'image d'un faiseur de paix qui dialogue avec Vladimir Poutine, et ceci, bien sûr, est très apprécié des États d'Asie centrale qui n'ont aucune envie d'avoir des dilemmes entre la Russie et les États-Unis, qui aussi ont vu avec intérêt et un peu de scepticisme le recette russo-américain, et donc sont ravis d'avoir cette bonne relation avec les États-Unis sans fâcher pour autant la Russie. Il y a aussi des résultats politiques avec l'annonce d'une prochaine décision du Kazakhstan de rejoindre les accords d'Abraham. Il y a aussi la mention à plusieurs reprises américaine de relier à terme le corridor transcaspien, le Middle Corridor, à la Trump Route, qui devra s'étendre au travers du Sud-Caucase, la voie terrestre du Sud-Caucase. Donc, ça donne des résultats économiques substantiels, une sorte de patchwork d'annonces politiques, plus ou moins liées, plutôt moins d'ailleurs, avec les problématiques d'Asie centrale, engendrant une certaine frustration pour les petits États, notamment le Tadjikistan, qui est confronté quand même à une situation difficile à la frontière avec l'Afghanistan. En tout cas, c'est un réengagement substantiel par les États-Unis des États de la région. Savoir si le résultat sera durable, tout va dépendre de la mise en œuvre effective des contrats, projets
contrats encore, on peut imaginer, mais projets et partenariats annoncés. Et là, je ne dirais pas que le doute est permis, mais enfin, il faut vraiment que l'on voit ce que cela va pouvoir donner, sachant que si effectivement certains des accords sont mis en œuvre, que ce soit en matière de minerais ou logistique, il va y avoir une forte compétition avec la Chine, voire une forte tension, parce que là, on sera en conflit, enfin, en compétition très directe avec la route de la soie, la BRI chinoise, avec les énormes investissements qu'ils ont déjà faits. Et par ailleurs, en matière de terres rares, la chasse est ouverte, si je puis me permettre cette expression. Alors, je terminerai en disant qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont toujours été un partenaire secondaire de l'Asie centrale. C'est une région lointaine, c'est une région où les États-Unis ont un commerce, des liens commerciaux bilatéraux très limités. En revanche, il y a des points d'ancrage importants comme le domaine pétrolier au Kazakhstan. Et là, les investissements américains en Asie centrale, essentiellement au Kazakhstan, sont importants, très importants. Les Américains ne se posent pas... Alors, on verra ce que donneront les terres rares. Si les Américains réussissent, là, les choses pourraient changer. Reste à voir quelle est la réalité des réserves en terres rares et minéraux critiques du côté centra-asiatique. Il y a quand même des questions qui peuvent se poser. Les Américains ne se posent pas en alternative aux Russes ou aux Chinois, ne demandent pas aux États d'Asie centrale de choisir, mais ils se posent en contrepoids, en appui de la stratégie de leurs entreprises. Ils visent une diversification des partenariats bénéficiant aux intérêts de Washington. Puis il y a un point qui est intéressant à noter. Au lendemain, quasiment littéralement, du sommet de Washington, chacun des États d'Asie centrale a eu un entretien par téléphone ou une visite avec des officiels russes. Et par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères chinois a, une douzaine de jours après, entamé une tournée en Asie centrale. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Un fil peut-être conducteur que je tire à travers toutes vos interventions, c'est que ce n'est pas la fin de l'influence américaine. Vous l'avez dit, le marché américain reste très important pour nos entreprises et pour les entreprises du monde. Vous avez parlé, Madame la vice-présidente, des États-Unis qui ont des intérêts peut-être différents pour l'Europe, mais qui néanmoins vont s'immiscer peut-être au niveau politique. Et vous, Madame l'ambassadrice, vous avez très clairement montré que les États-Unis ne se désengagent pas, même de régions qui paraissent un peu loin. Voilà, on vous a donné un petit peu, je l'espère, un tour d'horizon des priorités et vraiment des teneurs de la politique de Trump. Je vais ouvrir pour vos questions. Si vous n'avez pas de questions, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein. Mais je voulais quand même vous donner l'occasion. Et alors, la lumière est très forte, donc je vais faire comme ça. Et je vais voir si... Oui, ici. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ou... Super. Si on n'était pas prévu, mais... Ah, pardon, ben, j'en prends une quand même. Si ça vous on va en prendre une. Oui, je pense. En fait, la question que je me pose, c'est comment est-ce que les Américains acceptent justement ce retour sur... les Américains qui constituent le peuple de la liberté acceptent justement d'être mis comme ça sous silence. Très bien. On va revenir effectivement sur... Parce qu'on a parlé beaucoup de Donald Trump, mais il y a évidemment des Américains qui ne soutiennent pas Donald Trump, et on reviendra dessus. Je vais reprendre une question, et puis... J'ai vu qu'il y en avait une devant. Voilà. J'aurai une question, puis je passerai aussi la question à François. Madame Lesotho, vous avez parlé de politique d'intérêt des États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça peut entraîner des renversements d'alliances, éventuellement? Très bien. J'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui se dit. Et je dois vous dire que moi, je pense à peu près exactement l'inverse. J'ai pas entendu de discours discordant par rapport à ce que vous avez dit, ça m'aurait intéressé. L'impression que j'ai moi, et je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est que ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui, malgré le style de Donald Trump, qui est un style effectivement néocolonial, c'est la prise en compte d'une perte
profonde d'une impuissance de l'Amérique dans le conflit actuellement ukrainien, dans ce qui se passe également pour d'autres raisons à Gaza et vis-à-vis de l'Iran, et dans ce qui est en train de se passer également au Venezuela. Moi, je vois la chute de l'Amérique derrière tout ça. Je vois pas ce que Trump peut faire stratégiquement pour se sortir des guêpiers dans lesquels il est, sauf, à mon avis, à donner le change et à faire en sorte d'amuser la galerie jusqu'à ce que Poutine ait pris tout ce qu'il veut, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'impuissance? Très bien, je vais recommencer avec Yannick, si ça vous va. Et Yannick, je sais que vous vouliez réagir également à certains propos qui ont été émis. Mais peut-être la question qui est finalement les Américains, et il y a aussi le Parti démocrate qui, je pense, fait profil bas un petit peu, mais maintenant se réveille avec les midterms en 2026, qui a eu quand même quelques élections où ils ont triomphé et bien réussi. Qu'est-ce que cela signifie, et puis si vous voulez réagir à d'autres choses, et puis je tournerai vers vous pour le renversement des alliances. Merci. Je vais essayer de rebondir sur toutes les choses à la fois pour qu'elles aient essayé qu'il y ait un serpentin sans être trop long. Vous m'arrêtez, hein. Je vous fais confiance. Et je voulais rebondir sur alors 2 commentaires par rapport à ce que vous avez dit, Madame l'ambassadrice, sur une chose, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais en effet, on est quand même face à une chose où on a la Chine d'un côté, les USA de l'autre, des côtés très négatifs des USA liés notamment à la personnalité du président actuel, qui n'est pas éternel. Le bottom line, si vous me permettez l'expression, quand même la vérité de fond, c'est qu'on sera toujours plus proche quand même des uns que des autres. Voilà, en particulier avec la tendance autocratique qui a été prise par la Chine. Et vous l'avez dit d'une autre manière. Qui a envie d'aller habiter en Chine? Levez la main. Bon. Qui aimerait bien passer un peu de temps à Miami ou je sais pas où, au Texas en ce moment, bref. Les États-Unis restent le pays de l'opportunité, de la liberté. Et ça, pardon, je crois pas que, et ça répond à votre question, je ne crois pas que c'est prêt de changer. Et c'est pour ça que je voulais, par rapport au très intéressant commentaire qu'a fait, comme ça je réponds à votre question, Madame Gnezotto, sur la rupture, etc. Au fond, je me méfie je prends en compte toujours le ressac et les cycles. Le ressac, on a eu un petit ressac, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ouais, il y a Trump et, comment s'appelle-t-il, Musk. Ça n'allait pas durer, cette affaire, pour des raisons d'ego, et puis parce que l'autre, il a autre chose à faire qu'un Doge auquel il ne comprend rien, qui est compliqué budgétairement, juridiquement. Il n'a aucune prérogative de ce qu'il aurait fallu faire pour licencier des gens, couper des budgets qui ont été votés par celui qui a le pouvoir de la bourse aux États-Unis. C'est des règles de base. Hein. C'est le Congrès. Tous ces gens sont très ignorants de l'édifice institutionnel et de ses complexités, sans parler de ses nuances. Donc du coup, en plus, il suffit qu'ils s'engueulent les deux, ce qui est quand même pas très compliqué à prévoir. L'autre est retourné à ses affaires. Bon, voilà. Alors plus sérieusement peut-être, la vision et tout le grand débat sur le transhumanisme, que va-t-on devenir avec le pouvoir de la technologie, enfin tous ces débats de fond qu'il y a eu sur tous les créateurs de OpenAI et puis ceux qui sont quittés OpenAI, qui ont allé créer Anthropic, le frère et la sœur Amodei, et puis d'autres encore, Thinking Machines Lab et d'autres, toute cette petite communauté-là. Peter Thiel, vous l'avez cité, évidemment incontournable. Si vous voulez, ensuite, on est en pleine transition un peu cataclysmique et donc qui nous saisit, qui saisit un petit peu tout le monde. Mais quelle sera la vraie trace qu'y aura-t-il in fine entre rupture et continuité dans cette alliance qui n'en est pas vraiment une en réalité? En tout cas, l'influence qui se dégage des grands leaders de la tech, ça reste à voir. Et donc le ressac, puisque la vie repose quand même sur des choses qui sont bien, malgré tout, aussi assez concrètes. Et j'ai beaucoup parlé j'ai mentionné le pouvoir d'achat. Et ça j'en viens au cycle politique comme au cycle électoraux. Donald Trump n'est pas tombé de la lune, il est aussi bien un symptôme qu'un agent des bousculements, des turbulences qu'il provoque lui-même. Il y a eu l'évolution et ce qui me paraît être la sortie de route historique du Parti républicain.
Depuis 20 ans, tout ça, ça met 25, 30 ans, un petit peu comme chez nous. Hein. Ce sont les cycles de l'histoire américaine qui avaient beaucoup écrit là-dessus. Arthur Schlesinger, qui était un fin historien, qui était le speechwriter de Kennedy. Ça continue, c'est-à-dire que depuis George W. Bush, et le fameux conservatisme de compassion qui voulait déjà amener les conservateurs vers s'occuper du fait que les cols bleus aux États-Unis, vu les transformations technologiques, déjà le capitalisme fordiste était en train de s'épuiser, qu'il fallait réinventer quelque chose. Bon, il a été pris en otage tout de suite avec les attentats. Mais il avait quand même bien orienté le Parti républicain vers quelque chose qui était inconnu, qui était, je l'ai dit tout à l'heure, God, Guns and Gays, donc instiguer une lutte, non pas des classes, mais de valeurs ou de principes, de way of life au sein de la société américaine. Et puis après George Bush, il y a eu, alors un peu masqué par l'Afghanistan et les attentats contre les tours, il y a eu le Tea Party. Et puis à le Tea Party, on est arrivé jusqu'à Trump numéro 1, et puis ensuite Trump numéro 2 et MAGA. Donc il y a quand même eu une évolution. Et ces cycles-là, on verra bien qui peut lui succéder, ce qui peut rester de la présidence de Donald Trump dans la société américaine. Encore une fois, la base MAGA, c'est pas 50% des Américains, pas du tout. Elle est forte, elle est solide. Puis elle a un porte-voix colossal par rapport à un parti démocrate qui est complètement à plat. Donc nous verrons ce qu'on peut attendre de Jenny Vance, par exemple. C'est quand même une question qui est encore ouverte. Mais il y aura forcément, comme on dit en américain, la poussière qui reposera et des fondamentaux de la vie américaine. Et dans ce sens-là, on peut dire peut-être que l'Alliance Atlantique, si on veut tirer une conclusion, le principe de valeur, le droit des gens, des sociétés liées par l'état de droit avec certains codes, tout ça, je crois que c'est un peu terminé. En tous les cas, pour l'instant, et cette rupture-là, elle risque de bien durer, mais il n'est pas impossible que l'idée de l'Occident survive à cet épuisement de l'Alliance Atlantique, non pas d'un point de vue institutionnel, mais du point de vue des valeurs, parce qu'on ne parle pas du tout le même langage, et on a oublié aussi que les États-Unis étaient si différents de nous. Hein. Donc, ressac et les cycles, est-ce que finalement quelque chose au-delà des turbulences que l'on vit fera que dans la société, il y aura peut-être américaine, il y aura peut-être un besoin, on se rappellera peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, que quand même avec les Européens, il y a des fondamentaux et que peut-être il y aura à bas bruit un retour, peut-être d'un état d'esprit public qui demandera quelque chose qui soit des fondamentaux solides sur lesquels quand même nos pays libres ont été basés. Voilà. Donc je ne tirerai pas de conclusion trop hâtive là-dessus, ni, parce que je l'ai entendu depuis que j'étais déjà étudiant, le déclin de l'Amérique, c'est terminé. Je vous ai parlé du Japon dans les années 80. Je me souviens du choc, je termine, du choc en 89 lorsque Sony a racheté Columbia Pictures. C'était la fin de l'identité américaine, le way of life américain, bref. Entre-temps, les États-Unis ont créé les GAFA, et les Japonais sont toujours dans leurs chaussures avec une stagflation et une économie désastreuse, une baisse de la natalité. Ils ne savent plus trop où ils en sont d'ailleurs, vu les turbulences qui se passent avec l'émergence de la Chine et les transformations américaines. Donc je pense que les États-Unis sont encore là. Et je ne vois pas les signes que vous y voyez. Je ne peux pas trop détailler malheureusement, mais je pense qu'ils sont encore là pour un bout de temps et qu'au global, c'est une force plutôt positive. J'ai vu cet argument avec Hubert Védrine, plutôt positive que négative, même si en ce moment, c'est vrai qu'on regarde plutôt le bout de ses chaussures. Merci beaucoup, Yannick. En tout cas, c'était un des messages de la campagne de Trump, c'était de dire que les États-Unis devenaient impuissants et qu'il fallait se faire respecter. Mais effectivement, dans les faits, et on a pu, à travers tous les propos, voir que c'est des États-Unis qui restent très présents et qui restent un marché attractif pour beaucoup d'entreprises. Je le rappelle, c'est quand même important, mais quand on parle à un moment d'industrie européenne, l'Europe doit être moins dépendante des États-Unis, quand on regarde la tech de la défense européenne, 45 à 50% de l'investissement provient directement des États-Unis. Et ça, c'est depuis cette année. Donc, on continue à être très dépendant, et je pense très dépendant et très attiré par les États-Unis, tant au niveau de son marché que de sa puissance économique, des investissements. Madame la vice-présidente, il y avait une question sur le renversement des alliances qui, je pense, est très important. Moi, quand j'étais à Washington dernièrement, on m'avait dit, vous savez, c'est pas que Trump qui en a marre qui considère que les Européens sont trop dépendants des Européens pour leur sécurité. Il y a aussi une impression qu'en fait, les Européens leur prennent trop de temps et qu'on est économiquement pas très intéressant, on n'est pas innovant, et donc on est un continent qui devient un peu vétuste. Et en fait, les Américains aimeraient bien
tourné leur attention vers la Chine, bien entendu, vers le Venezuela, mais moins sur l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on est en train d'effectivement vivre un renversement des alliances Alors, il y avait aussi d'abord la question de Madame sur l'opinion américaine, parce que je crois que c'est une question essentielle. Il faut quand même se souvenir que 72 millions d'Américains ont voté pour Trump. C'est pas n'importe quoi. Il a eu la majorité dans tous les États et de tous les grands électeurs. Donc, il y a quand même un phénomène qui est au-delà de la personne de Trump, au-delà de la personne de J.D. Vance, et on peut toujours se rassurer en disant que ça va passer, c'est un cycle, et qu'après on reviendra comme avant, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Quand on regarde les causes profondes de l'évolution américaine, encore une fois, il suffit de lire ce qu'écrivent les idéodoles de Trump. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, je viens de sortir chez Odile Jacob un livre qui s'appelle « Fracture dans l'Occident, comment on en est arrivé là et comment en sortir ?» qui est sorti le 1er octobre, donc qui est vraiment sur cette révolution américaine et les conséquences pour l'Europe. Quand on regarde les causes profondes de l'évolution américaine, ce sont des causes structurelles. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais c'est l'explosion des inégalités sociales dans ce pays de la liberté individuelle qui fait qu'une grande majorité la petite classe moyenne américaine se détourne de la démocratie parce que la démocratie ne la sert plus, et Trump a senti parfaitement tourner le vent politique aux États-Unis. Mais donc, je ne crois pas qu'on puisse se rassurer en disant que ça passera, que c'est un cycle. J'aimerais que vous ayez raison, mais je suis malheureusement en désaccord avec cette analyse. Alors pourquoi l'opinion, le reste, les 72 autres millions d'Américains laissent faire? Mais je crois parce qu'ils sont abasourdis. D'abord, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a énormément de violence dans ce pays, de fonctionnaires qui sont virés du jour au lendemain, de milliers de milliards d'euros qui sont supprimés aux universités, aux laboratoires de recherche, aux laboratoires qui s'occupent de réchauffement climatique. Les gens ont peur aussi de perdre leur travail. Il faut voir, je ne sais pas, vous vivez peut-être plus aux États-Unis que moi, mais c'est une société qui a du mal pour l'instant à se réformer. Et quand on disait toujours que les institutions américaines sont un rempart contre toute dérive autoritaire aux États-Unis, c'est faux. Les institutions américaines, pour l'instant, font le gros dos. La presse est complètement muselée, sauf que quelques titres. Non, on a véritablement une vague autoritaire aux États-Unis qui, à mon avis, hélas, est fait pour durer. Et donc, pour reprendre votre question, est-ce que l'Amérique perd de l'influence? Non. Moi, je crois que l'influence des États-Unis est majeure. Elle n'a jamais été aussi forte, y compris en Chine, y compris en Inde. Enfin, il oblige les Indiens à rompre pratiquement avec la Russie. Il n'y a qu'avec la Chine qu'il échoue. Mais l'influence américaine est très grande dans le monde. Elle est simplement, à mes yeux, ça peut se contester, une influence catastrophique, une influence négative. Nous allons vers des conflits que l'Amérique ne pensera certainement pas à arrêter. Et donc, si la politique est une politique d'intérêt, est-ce que ça remet en cause les alliances? Je crois que pour Donald Trump et son administration, le mot alliance ne veut rien dire. Et qu'en cela, il y a un retour historique à la première Amérique d'avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une Amérique qui ne voulait pas se lier les mains dans des alliances permanentes. Et Trump est un peu sur cette ligne-là. Oui, il est d'accord pour coopérer, y compris avec les Européens sur certains sujets, mais qu'il est plutôt dans une phase de réticence à l'égard des alliances permanentes. Sa première phrase au sommet de l'OTAN en juin dernier a été de dire, ce que tout le monde sait, vous savez, l'article 5 de l'OTAN n'est pas automatique. Ça a été sa première phase avant le sommet de l'OTAN de juin 2025. Et donc, premièrement, il n'aime pas les alliances. Et donc, deuxièmement, il est... je crois, beaucoup plus... on est moins dans un risque de renversement des alliances que dans un risque d'imprévisibilité totale de la politique américaine. Un jour, il va sans doute trouver que l'OTAN, c'est génial. Le lendemain, il va trouver que ces Européens ne sont pas des alliés dignes de ce nom. Et c'est cette imprévisibilité américaine qu'on voit aujourd'hui sur l'Ukraine qui crée l'insécurité
des Européens. Je crois que l'insécurité des Européens, c'est pas de savoir si Trump va quitter l'OTAN. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils vont quitter l'OTAN. Mais l'insécurité des Européens, c'est de ne pas savoir quelle va être la politique de Trump dans les 2 jours qui viennent. Et quand on regarde sur l'Ukraine dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui, d'abord, il faut quand même se rendre compte des choses. C'est la première fois qu'une menace n'est pas perçue comme une menace à la fois par les États-Unis et par les Européens. Trump n'a pas peur de Poutine, pas du tout, alors que les Européens ont peur de Poutine. Ça, c'est la première fois que ça existe. Deuxièmement, c'est la première fois que l'Amérique est à la fois le défenseur potentiel de l'Europe dans le cadre de l'OTAN et en même temps l'adversaire du système politique européen, c'est-à-dire la démocratie. Et donc, comment voulez-vous convaincre nos opinions qu'il faut faire de la défense et en même temps peut-être se battre dans l'OTAN contre les Russes, si en même temps les gens ont l'impression que les Américains se battent contre nous en soutenant l'AfD et toute l'extrême droite européenne? Il y a quelque chose de très contradictoire. Et donc, moi, quand on regarde dans l'Ukraine, je termine là-dessus, les Ukrainiens sont aujourd'hui malheureusement soumis à 2 menaces. La menace, évidemment, russe, mais la menace américaine qui flotte au gré des protestations européennes. Le premier plan de paix de Trump, il y a 2 semaines, en 28 points, était totalement en faveur des Russes. Les Européens sont intervenus à Genève. On a corrigé un certain nombre de trucs. Il n'y a plus 28 points, il n'y en a que 19. C'est un peu plus équilibré. Donc, Steve Witkoff est reparti à Moscou pour présenter ce plan-là aux Russes, qui, évidemment, à mon avis, vont refuser, parce que Poutine n'a aucune intention de signer quoi que ce soit. C'est à se demander à quoi sert tout ce ballet diplomatique, puisqu'on sait que Poutine ne veut rien signer. Mais donc, pour les Ukrainiens, l'Amérique est autant un allié qu'un problème, voire une menace. Et c'est encore une fois, cette insécurité, c'est cette instabilité, c'est cette imprévisibilité de la politique américaine qui est la plus grande insécurité aujourd'hui des Européens. Et monsieur est parti qui disait que l'Amérique est très très faible. On aimerait que Dieu vous entende, parce que c'est peut-être une Amérique faible, mais en tout cas c'est une faiblesse qui a des répercussions majeures sur l'ensemble de la planète. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Madame l'ambassadrice. Très clairement, depuis le retour de Donald Trump et le fait qu'il dise aussi très clairement que les États-Unis vont se retirer progressivement de l'Europe. Il faut que les Européens soient beaucoup plus sérieux pour leur sécurité. Je sais qu'il y a une table ronde à la fin de la journée qui sera consacrée vraiment à la réponse européenne et la réponse française. On a vu la France et le Royaume-Uni sur la question de l'Ukraine diriger cette idée de coalition des volontaires. Donc s'il y a un accord de paix, comment est-ce qu'on garantit la sécurité de l'Ukraine ? Donc on voit à la fois une Europe qui continue à être dépendante des États-Unis, qui ne peut pas complètement en fait, assurer sa sécurité sans les États-Unis, et aussi une prise de conscience, comme le disait Madame la vice-présidente, qu'il faut faire plus en tant qu'Européens, parce que peut-être que les États-Unis deviennent de plus en plus imprévisibles. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'influence américaine? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une prise de conscience au niveau européen? Est-ce que vous pensez qu'on peut relever ce défi? Je pense que la politique de Donald Trump a été un réveil très utile pour les Européens sur la nécessité de traduire en actes les paroles qui étaient dites depuis longtemps. C'était pas l'appel à renforcer les budgets de défense des différents États membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce n'est pas nouveau. J'étais autrefois à l'OTAN, je me souviens encore d'Hillary Clinton quasiment tapant sur la table en disant il faut augmenter l'effort de défense. La nécessité de développer les coopérations entre industries d'armement européennes, ce n'est pas nouveau non plus, ça a été déjà fait. Et les initiatives qui sont prises actuellement, tant sous l'angle plus conceptuel de ce que peut être une défense européenne, une Europe de la défense, et par ailleurs une base industrielle, c'est une accentuation, une amplification, une structuration de quelque chose qui était
quand même peu développés. Donc de ce point de vue-là, les États-Unis nous rendent service. Après, la problématique, et d'ailleurs qui a été très bien rappelée par Alexandre Escorcia, c'est que les Américains nous demandent de prendre davantage en charge notre propre destin, entre autres dans le domaine sécuritaire, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils nous donnent la marge de manœuvre pour le faire? Et donc il y a cette ambiguïté, alors j'espère qu'elle est créatrice comme toute ambiguïté. Je crois qu'aussi il peut y avoir de la part de certains membres de l'Union européenne un doute qui existait déjà autrefois, mais là, a fortiori, en se disant, certes, les Américains ne nous aident pas en ce moment, mais peut-être une prochaine administration renouera quelque part, et ça touche quelques questions qui ont été, enfin, remarques qui ont été faites. Est-ce qu'une administration prochaine renouera avec une tradition plus euro-atlantique? Et du coup, il ne faut pas décourager les Américains en leur montrant qu'on prend trop en main notre propre destin et qu'on n'a pas besoin d'eux. Ça, c'est une sorte, je pense, de raisonnement un peu pervers. La nécessité pour les Européens est de continuer l'effort de défense. Et je crois que le rôle des États, non seulement de l'Union européenne, mais des États membres est essentiel. Et le rôle de la France est particulièrement emblématique avec l'effort qui a été lancé à titre national dès 2017, la volonté de le déployer en lien avec des partenaires européens. On voit l'évolution de l'Allemagne, on voit et ainsi de suite. Donc je pense que maintenant, le mouvement est lancé, que les hésitations de certains États européens que j'évoquais, je pense, pèseront peu face à la volonté française, allemande, le fait que l'on agisse de concert avec les Britanniques. Cela dit, en matière de mise en œuvre d'une politique de défense, il y a des marges de manœuvre à préserver, à regagner. Il y a aussi peut-être des questions de règles de concurrence au sein de l'Union européenne, parce qu'il faut qu'on soit capable de créer des champions européens, si ce n'est mondiaux. Ça pose de nombreuses questions, mais j'ai tendance à être optimiste. Le mouvement est lancé, la nécessité fait loi. Hélas, les menaces stratégiques que nous voyons en Europe sont de puissants stimulants. Et je dirais que les derniers développements avec le président américain contribuent à motiver les Européens, même si le chemin ne sera pas simple et il restera toujours des questions et des hésitations. À nous d'entraîner l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Merci beaucoup. L'heure tourne, nous avons commencé plus tôt que prévu et je sais que maintenant il y aura une petite pause et que ça fait longtemps que vous écoutez, donc je vais conclure. Tout d'abord en remerciant mes panélistes. Merci pour cette discussion qui a été très large mais qui, je pense, a touché à beaucoup de choses qui pourront irriguer les discussions suivantes. On va regarder évidemment la politique économique des États-Unis, la nouvelle donne géostratégique, géographie stratégique et enfin le rôle de la France et de l'Europe. Je pense qu'il faudra continuer à suivre de près ce que font les États-Unis, mais je pense que vous avez raison, on ne peut pas se tenir à ce que Donald Trump dit, parce que ça pourrait tout à fait changer le lendemain. Il y a les midterms qui arrivent, des élections qui pourraient surprendre beaucoup de gens. Les démocrates se réveillent, la base MAGA s'effrite, mais Donald Trump reste très puissant. Donc je pense que la situation, la politique américaine continuera à nous occuper. J'espère que nous aurons d'autres occasions pour nous réunir. Mais merci enfin à vous pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu.